Alors, voici donc la deuxième vidéo qui va donc traiter du diabète sucré, dysfonctionnement de la régulation de la glycémie. Dans la première vidéo, et la vidéo 1 bis, on a vu donc le diagnostic du diabète sucré. Dans cette vidéo, on va parler de l'étiologie des deux types de diabète. Tout d'abord, vous devez connaître la définition d'étiologie, c'est l'étude des causes d'une maladie. Donc le document 5 vous rappelle en fait la régulation de la glycémie. Donc, il faut voir donc dans les deux situations. Vous avez tout d'abord la situation en vert lorsqu'on est en cas d'hypoglycémie. Donc la glycémie est faible. On va stimuler la libération du glucagon. Donc par le pancréas, le glucagon est sécrété pour aller stimuler donc la dégradation du glycogène. On voit ici que le glycogène est transformé en glucose. Le glucose est ensuite libéré dans la circulation sanguine et on a donc augmentation de la glycémie. Dans le cas inverse, lorsque la glycémie est élevée, ici, il y a donc stimulation de la libération d'insuline par le pancréas. Cette insuline va jouer son rôle sur les muscles, les cellules du tissu et également le tissu adipeux et le foie. On va donc stimuler la formation du glycogène, donc le glucose en glycogène, c'est la glycogénogénèse. On va stimuler l'absorption du glucose sanguin par les cellules. Et au niveau du tissu adipeux, le glucose va être transformé en triglycérides. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse. Grâce à ces différentes réactions au niveau des organes effecteurs, la glycémie va donc diminuer pour atteindre la valeur physiologique. Alors, pour l'origine de l'hyperglycémie, en fait, il faut voir que les mécanismes qui provoquent l'apparition de l'hyperglycémie selon les deux types de diabète vont être différents. Tout d'abord, les cellules bêta des îlots de Langerhans pancréatiques sécrétrices d'insuline et les tissus organes cibles de cette hormone. Chaque diabète a un mécanisme qui lui est spécifique. Donc sur le document 6, donc là c'est la première partie, c'est l'origine de l'hyperglycémie dans le diabète de type 1. On voit ici le pancréas en bleu, le vaisseau sanguin. Donc là on voit ici que dans le diabète de type 1, il y a des anticorps qui détruisent les cellules bêta. Donc les cellules bêta détruites sont ici notées en plus clair. Donc là on voit que le pancréas perd une partie de ses cellules bêta, donc c'est-à-dire que la quantité d'insuline sécrétée par cet organe va être insuffisante. Lorsque l'insuline arrive ici au niveau des cellules cibles, comme il y a moins d'insuline, le glucose ne peut pas entrer dans les cellules cibles et reste dans le sang. Et dans ce cas-là, le taux de glucose n'est plus régulé et on est dans le cas d'une hyperglycémie chronique. Dans le cas du diabète de type 2, ici, on se rend compte que les cellules bêta ne sont pas détruites. Par contre, on voit ici que l'insuline est en faible quantité. On parle d'insulinopénie. Le glucose, donc comme il n'y a pas assez d'insuline, le glucose reste dans le sang et donc on est en hyperglycémie. Puisqu'en fait, on voit que les cellules cibles sont moins sensibles à l'insuline. Donc là, elles sont résistantes à l'insuline. On parle d'insulinorésistance. Et dans le cas du diabète de type 2, comme le diabète de type 1, le taux de glucose n'est pas régulé. Alors, on va s'intéresser à l'hyperglycémie de diabète de type 1. Dans le cas du diabète de type 1, on voit ici le pancréas qui ne sécrète plus assez d'insuline puisque les cellules bêta sont détruites par des anticorps. Donc le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Comme l'insuline n'est plus assez produite, elle ne se fixe plus sur son récepteur membranaire des cellules cibles. Les transporteurs restent donc à l'intérieur des cellules cibles, alors qu'ils devraient normalement se déplacer au niveau des membranes, permettant le transport du glucose à l'intérieur. Donc comme l'insuline ne déclenche pas le placement des transporteurs au niveau des membranes, le glucose reste donc à l'extérieur. On est dans une situation d'hyperglycémie. Donc cette hyperglycémie diabète de type 1 survient lorsque le pancréas ne produit plus assez d'insuline à cause d'une destruction progressive des cellules bêta des îlots de Langerhans par le système immunitaire du patient. En effet, les cellules du soi ne sont plus reconnues et elles sont considérées comme du non-soi. Donc le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le patient détruit ses propres cellules. Le diabète apparaît lorsqu'il ne reste plus que 20% des cellules bêta. Comme l'insuline est absente, elle ne se fixe plus sur ces récepteurs des cellules cibles
et empêche ainsi l'entrée du glucose en excès dans ces cellules. Le glucose reste donc dans le sang, ce qui justifie l'hyperglycémie chronique. De plus, les cellules alpha des îlots de Langerhans sont intactes et continuent à sécréter du glucagon qui, lui, a un rôle hyperglycémiant. Donc l'hyperglycémie est aggravée dans le cadre du diabète de type 1. Pour l'hyperglycémie du diabète de type 2, on a le schéma ici où le pancréas produit suffisamment d'insuline, donc on voit ici les molécules en violet. Par contre, l'insuline est incapable de se fixer sur son récepteur, puisque ces récepteurs justement sont résistants à l'insuline. Et comme l'insuline ne se fixe pas, c'est la même conséquence que pour le diabète de type 1. Les transporteurs restent dans les vésicules intracellulaires, ne sont pas exportés, ne sont pas placés au niveau de la membrane, et donc le glucose reste à l'extérieur et on est en hyperglycémie. Donc l'hyperglycémie du diabète de type 2 apparaît en réponse à la résistance progressive des cellules cibles, les myocytes, hépatocytes et adipocytes, à l'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. L'insuline ne se fixe pas sur ses récepteurs. Donc l'insuline, contrairement au diabète de type 1, elle est produite en quantité normale, mais elle ne peut pas se fixer sur ses récepteurs. Donc le glucose ne peut pas entrer dans les cellules cibles, et donc le glucose est en trop forte concentration et on est en hyperglycémie chronique. Le corps voit ce message-là comme étant un signal qu'il n'y a pas assez d'insuline. Donc en compensation, les cellules bêta du pancréas vont produire encore plus d'insuline. Donc l'hyperglycémie va rester modérée pendant quelques années chez ces patients. Mais dans un second temps, les cellules bêta qui auront produit énormément d'insuline vont s'épuiser. Et cela entraîne la diminution de la sécrétion d'insuline. On parle d'insulinopénie. C'est ce qu'on appelle l'insulinodéficience. Donc ça, c'est en deuxième temps, second temps du diabète de type 2. Ce déficit d'insuline en second temps aggrave l'hyperglycémie et là, on a vraiment les premiers signes du diabète qui apparaissent. Sur le document 9, qui est un schéma de synthèse qui présente l'étiologie des diabètes de type 1, on voit ici pour le diabète de type 1 les cellules bêta qui sont détruites, donc il y a moins d'insuline libérée dans le sang, donc il y aura moins d'insuline fixée sur les récepteurs des cellules cibles, et donc le glucose sera moins stocké dans les cellules des organes effecteurs. Et comme le glucose ne sera pas stocké, il va rester donc dans le sang, et on est dans le cas d'une hyperglycémie. Dans le diabète de type 2, on a des cellules bêta, donc les îlots sont intacts, l'insuline est sécrétée en quantité normale, ici, en bas, ici. Donc l'insuline va se fixer évidemment, va passer dans le sang, va se fixer sur les récepteurs, mais vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul sur les deux qui va fixer l'insuline, puisque celui-ci est résistant à l'insuline. Donc le glucose, lui, ne rentre pas dans les cellules cibles, ne sera pas stocké, et donc on reste en hyperglycémie. Ce message d'hyperglycémie va stimuler encore plus les îlots de Langerhans. Donc là, elles vont donc produire beaucoup d'insuline et ensuite elles vont donc fatiguer ces cellules bêta. Et donc là, on voit qu'il y a moins d'insuline sécrétée. Donc là, on est dans un deuxième temps, on est en insulinopénie. Alors, pour les facteurs de risque et les démarches de prévention, donc les diabètes sucrés sont des maladies multifactorielles car les facteurs de risque d'apparition sont multiples. Il y a des facteurs de risque endogènes, c'est-à-dire des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Tout d'abord, il y a les prédispositions génétiques avec les antécédents familiaux, puisqu'en fait, il y a des gènes différents pour les deux types de diabète, et des facteurs exogènes sur lesquels on peut agir. On verra justement avec la prévention. C'est notamment les facteurs environnementaux. Alors, quels sont les risques de développer un diabète de type 1 ? Tout d'abord, on voit sur cet histogramme que tout d'abord des jumeaux, un jumeau d'un diabétique a 35% de chances d'être également diabétique. Quand on a déjà dans sa fratrie un frère ou une sœur atteint, on a 8% de chances d'avoir aussi un diabète de type 1. On voit ici, lorsque les parents tous les deux sont diabétiques, les enfants ont 10% de chances d'être également diabétiques. Et ensuite, on a l'influence lorsqu'il y a le père diabétique ou la mère diabétique. Donc là, on voit l'importance des gènes, puisque les jumeaux ont les mêmes gènes. Donc ces risques d'apparition de diabète augmentent en cas d'antécédents familiaux. Il est possible chez les personnes qui présentent des antécédents familiaux de mettre en œuvre des méthodes de dépistage pour repérer les gènes de prédisposition.
puisqu'en fait la présence de ces gènes chez ces patients va déclencher la réaction immunitaire qui va détruire justement les cellules bêta du pancréas. Si ces gènes sont présents chez un sujet, on propose un traitement qui va diminuer les réactions du système immunitaire. Donc ce traitement consiste à injecter des petites doses d'insuline à prendre pour équilibrer la glycémie, pour éviter justement la réaction immunitaire. Mais 90% des diabètes de type 1 sont observés chez des personnes sans antécédents familiaux. Maintenant, les risques de développer un diabète de type 2. Ces risques sont à la fois endogènes et exogènes. Donc les facteurs favorisants, c'est notamment l'existence déjà de pathologies comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète chez la femme enceinte, ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Également certains comportements comme le tabagisme ou la consommation régulière d'alcool. Le diabète de type 2 est souvent associé à une surcharge pondérale ou obésité dans 80% des diabétiques. Il faut donc anticiper ces risques par une prévention primaire en informant le grand public, en donnant des conseils hygiéno-diététiques chez les jeunes pour prévenir l'obésité et réduire l'insulinorésistance. En prévention secondaire, on fait un dépistage des personnes à risque, donc qui ont plus de 40 ans, ayant un parent diabétique, avec un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré, qui a de l'obésité abdominale, des antécédents de diabète pendant la grossesse et de l'hypertension artérielle et une hypercholestérolémie. En prévention tertiaire, on a donc le traitement du diabète afin d'éviter des complications, notamment l'infarctus du myocarde, l'AVC, la dialyse et amputation, et aussi l'apparition de cécité. Voilà, donc on a terminé la deuxième vidéo sur la deuxième partie de chapitre 6.3 sur l'étiologie des deux types de diabète.